Eh ben alors c'est parti. Plus de clarté, moins de crise. Bienvenue dans Doser, le podcast des entrepreneurs qui vivent avec la migraine, qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, du corps, du stress et oser agrandir le regard sur la migraine. Je suis Sandra Larocloumier, ostéopathe spécialisée dans le soulagement des migraines et la performance naturelle. Ici, je cherche à décloisonner les approches, les sciences et médecine, les thérapies alternatives et les traditions anciennes au service surtout de la personne migraineuse et dans toute sa complexité. Donc ici, on parle de migraine invisible, de douleurs chroniques et de fatigue de fond, mais surtout, l'idée, c'est de parler de solutions. Donc, l'idée, c'est qu'une migraine, en fait, soulager une migraine, c'est pas juste calmer une douleur, c'est retrouver de la clarté, de l'autonomie, retrouver un nouveau souffle, comme le but de la vie finalement, c'est-à-dire de vivre le plus longtemps possible en pleine forme. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme au parcours dense et inspirant, Stéphanie Freytag. Bonjour. Enchantée. Alors tu es à l'origine chimiste, passionnée en fait de la composition de la matière. Tu as passé 15 ans dans la cosmétique, l'univers de l'industrie de la cosmétique. Suite à un grave accident, tu as dû t'arrêter. Il y a eu un parcours d'errance médicale qui s'est manifesté à la suite de ça, puisque la médecine conventionnelle ne t'apportait plus suffisamment de solutions. Et à la suite de ça, tu as décidé de reprendre les rênes de ta santé et de ta vie, finalement. Tu as exploré tout ce qui était médecine ayurvédique, le kriya yoga, la sophrologie, l'hypnose, la méditation, même si tu la connaissais a priori depuis déjà beaucoup plus longtemps que suite à cet épisode-là. Et aujourd'hui, ton arme, c'est le rire, et tu accompagnes du coup les hypersensibles et les HPI. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de te faire intervenir, de t'inviter ici? C'est que justement, tu m'as parlé dans ton accompagnement, les personnes que tu accompagnais, qu'il y en avait beaucoup qui avaient la migraine. Et alors, je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit ou pas, mais ce côté cerveau HPI, on pense beaucoup au cerveau qui surchauffe. Et je fais le parallèle avec les entrepreneurs qui sont vraiment dans beaucoup de réflexion, beaucoup d'intensité, de pression et tout ça. Alors, j'imagine que les clés que tu partages à tes clients, à tes patients, vont pouvoir être tout à fait utiles et bénéfiques pour les entrepreneurs qui vivent avec la migraine. Voilà, donc c'était un peu l'idée. Tu parles de mental qui tourne trop vite, de corps qu'on oublie et du coup, du rire qu'on sous-estime. Donc voilà, c'est tout ça que je pense que ça peut être des clés hyper importantes pour pouvoir se reconnecter à soi, pour pouvoir apaiser son cerveau, surtout dans un monde en fait où il y a beaucoup de pression et de tension, notamment dans le milieu de l'entrepreneuriat en fait. Voilà. Donc ensemble, on va parler de charge mentale, de rire, du retour au corps et de comment transformer en fait ses douleurs en messages. Voilà, et donc je suis ravie de pouvoir échanger avec toi, puisqu'en fait j'ai l'impression qu'on a un petit peu la même vision de l'être humain, à savoir que finalement le corps, l'esprit, ils sont pas indépendants, c'est vraiment une entité ensemble, et on a tout intérêt finalement à écouter ce que la migraine nous dit, même si c'est une maladie, mais il y a quand même des messages derrière en fait. Voilà. Donc, bienvenue avec nous, bienvenue avec Stéphanie Freytag pour cette petite série de l'épisode d'Oser. Merci Stéphanie, beaucoup du pour ta coup, présentation, Sandra. Merci. Merci pour eh ton ben, accueil dans ton émission. et justement, du coup, j'ai fait une présentation un peu CV. Est-ce que tu peux approfondir ou est-ce que tu peux, du coup, nous dire qui tu es? C'est une question qui est hyper vaste. Euh, je crois que je suis en exploration. Euh, je suis pas sûre qu'un jour on arrive à définir vraiment qui on est totalement. Et tant mieux, parce que ça donne de la curiosité d'aller encore regarder, tiens, par là, qu'est-ce qui peut se passer par là. Donc moi, je suis une amoureuse de la vie, une curieuse de comment ça fonctionne tout ça. Euh, Après, j'ai 2 enfants, je suis mariée, en couple depuis 28 ans. Donc, on a traversé plein d'étapes pour en arriver là. Euh, et oui, je crois que c'est
Qu'est-ce qui me définit mieux? Alors, il y a plein d'amis à moi qui me diraient résilience. Je dis, bah oui, bon, bah, je fais ce que je peux des gamelles que je traîne et des aléas qui peuvent arriver. Mais effectivement, quand je regarde ma vie et que je regarde la vie d'autres personnes, je me dis, ah, j'ai quand même vécu beaucoup de galères, quand même, beaucoup, beaucoup. Moins que certains, heureusement. Voilà, je touche du bois, il y a toujours pire que soi, hein. Mais en tout cas, c'est plutôt une posture que j'ai développée au fur et à mesure des galères que j'ai pu traverser, de légèreté et de chercher ma joie en fait, de chercher comment je peux faire pour me sentir bien malgré tout, malgré tout ce qui est en train de se passer. Alors il y a des jours où j'y arrive, des jours où j'y arrive pas, mais c'est pas grave. Avec le temps et l'expérience, j'ai appris que ça durait pas. Donc ça, c'est cool. Que c'est inconfortable un certain temps, mais que ça va passer. Donc l'objectif, c'est de se soutenir au mieux, quoi, pendant toutes ces périodes. Euh, je sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, c'est comme ça que Oui. ça sort aujourd'hui. Voilà. Ouais. J'aime bien. J'ai l'impression que là, les personnes que je rencontre, en fait, on est un peu tous dans la même démarche, j'allais dire, dans le sens où tu as dit que tu te définissais comme exploratrice au début. Euh, et en fait, c'est un peu ça. On est tous des chercheurs finalement. Euh, on découvre, mais il y a tellement de sujets, tellement de choses vastes que c'est infini. Et ben, finalement, la curiosité, c'est hyper important. Ça nous permet de découvrir plein de choses et peut-être de garder ce côté joyeux, justement. Comme ça, on s'ennuie pas et on continue à les creuser et voir et découvrir. On reste des grands enfants, finalement. Bah, en fait, la différence entre l'adulte et l'enfant, c'est que l'adulte a la responsabilité. Mm, Mais il n'est c'est pas ça. censé perdre sa légèreté au passage. Et je crois qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont oublié qu'ils gardaient cette légèreté. En fait, c'est un don précieux qu'on a dès la naissance, qu'on est tout petit, qui est là et qu'on perd petit à petit. C'est dommage. Plus que résilience, pour toi, c'est légèreté. Ça va avec. Ok. Parce que la résilience, c'est ce qui te permet le rebond et la légèreté, c'est ce qui te permet d'être heureux. Parce que c'est pas le tout de rebondir, mais c'est pour perdre l'être que tu es et devenir un être gris, austère, terne. C'est plus de la vie, en fait. J'appelle ça de la survie. Oui, c'est vrai. Et tout au long de ton parcours, tu as dit qu'il y avait eu pas mal euh, de rebondissements. Qu'est-ce qui, de la chimiste que tu étais, t'a fait passer à l'accompagnement de personnes HPI et comment tu as pu jouer avec cette légèreté? En fait, j'ai commencé par m'accompagner moi. Enfin, c'est pas vraiment ça. J'ai pas eu le choix. La vie a fait en sorte que, ma belle, tu vas te retrouver bien coincée et tu n'auras plus le choix. Comme tu l'évoquais, j'ai eu un accident quand j'avais 23 ans qui m'a laissée handicapée. Je venais de finir mes études de chimie et la médecine traditionnelle, enfin moderne, m'a donné une carte de travailleur handicapé, une boîte de Prozac et m'a dit voilà. Et j'ai fait ben non, je peux pas rester comme ça. C'était pas possible. Donc j'ai vu un premier médecin, un deuxième, un troisième, un quatrième. Je crois que j'ai fait 15 professeurs à Paris. J'ai même été à, à l'hôpital des armées. J'ai réussi à avoir un rendez-vous. Je suis pas du tout dans l'armée. En me disant peut-être que là-bas ils ont voilà. Mais en fait j'étais un cas qui était pas opérable et pas vraiment de solution. Ils savaient pas. Enfin voilà. Et ça a été un vrai cadeau pour moi, même si c'était hyper horrible, hein. On va pas se mentir, hein, c'était horrible à vivre. J'avais des douleurs en permanence, en fait. Donc, c'était franchement pas agréable. Euh, mais ça a été un cadeau parce que ça m'a ouvert à d'autres médecines. Comme la médecine ne pouvait pas répondre à mon besoin, je me suis dit, ben, il y a forcément une réponse quelque part. Quand quelqu'un te dit non, c'est pas que la réponse n'existe pas, c'est que lui ne la connaît pas. Je crois que c'est quelque chose que mon grand-père me disait de temps en temps. Et c'est resté, en fait, en me disant, bah, ouais, c'est que lui, il sait pas, mais il y a forcément quelque chose. Et je suis tombée dans la médecine ayurvédique. J'ai étudié pendant 4 ans, j'ai réussi à guérir mon corps. Puis après, j'ai continué mon chemin parce que je me suis rendu compte que le corps allait bien mieux
mais qu'à l'intérieur de moi, c'était quand même pas top. J'avais très pas. J'allais dire très peu, mais en fait non pas d'estime de moi. C'était vraiment tellement abîmé que voilà, c'était quasi nul. Et donc il a fallu que je me reconstruise, que je découvre qui je suis, comment je fonctionne, et que je mette de la valeur sur cet être que je suis. Et ça m'a pris des années. Donc je l'ai fait en parallèle de mon activité professionnelle dans l'industrie chimique, enfin cosmétique plus exactement. Et puis un jour, je me suis dit, c'est con, j'ai tout ça, si je le garde que pour moi, c'est gâché. Faut que je le transmette, faut que je le partage. Et donc, j'ai commencé avec des petites activités en bénévolat. J'ai monté une association, puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, mon job a fait aussi que j'avais envie de partir. Ils m'ont, voilà, suffisamment saoulée pour me dire, bon, faut que je me barre. Mais c'est pareil, c'est un cadeau de la vie. C'est, je te mets suffisamment dans l'inconfort. Là, c'est suffisant comme inconfort. Bon, j'ai été un peu sourde à entendre, hein, parce que j'ai dû faire 7 fausses couches pour vraiment comprendre qu'il fallait que je me barre. Oui, des fois, on est un peu bouché, quoi, hein. Voilà, j'étais plutôt bien installée, quoi, dans mon quotidien. Et puis, je me suis dit, je vais accompagner. Et puis, au fil du temps, je me suis retombée sur des problématiques que j'arrivais pas à résoudre auprès de mes patients. Et donc, je me suis dit, faut que je trouve. Donc, j'ai continué à étudier encore et encore et encore pour suivre mes patients, en fait, et pouvoir les accompagner le plus efficacement possible. Je suis pas attachée à une méthode. Je crois qu'il y a pas besoin d'une méthode, mais plein de méthodes, et pouvoir jouer les unes avec les autres pour s'adapter à la personne qui est en face de nous à l'instant où il est. Parce que moi, ce qui a été bon pour moi il y a 20 ans l'est plus aujourd'hui. Enfin, donc il y a voilà besoin de souplesse et de légèreté, même dans la thérapie. Par rapport à ça, rien qu'au niveau du milieu de l'ostéopathie, j'ai encore, pareil comme toi, des phrases alors c'était pas mon grand-père, mais d'un des professeurs qui disait: «Mais moi, quand j'ai mal au dos comme ça, mais je vais voir un tel, puis quand j'ai mal comme ça, je vais voir un tel.» Alors, il parlait de deux ostéopathes, mais vu qu'on a chacun notre pratique différente, ça marche pour un même domaine, ça marche du coup pour euh, tout ce qui peut exister. Et je suis complètement d'accord avec toi. On a beau penser être holistique, ou en tout cas c'était une de mes pensées, en fait on l'est jamais assez. Parce que les personnes, elles sont tellement différentes et elles ont effectivement besoin d'un truc plus qu'un autre à un moment donné où on l'a pas forcément, nous, dans notre caisse à outils, quoi. Et donc là, l'idée de... Alors c'est ce que je fais un peu sur le terrain, c'est-à-dire de travailler en équipe. J'ai besoin des médecins, j'ai besoin des orthoptistes, j'ai besoin du kiné. Et je trouve ça beaucoup plus enrichissant pour tout le monde. Ça fait avancer plus vite le patient. Et puis nous, on stagne pas de notre côté, on voit vraiment des évolutions. C'est la diversité qui fait la richesse. C'est pas juste un, c'est vraiment la diversité qui fait la richesse. Et j'ai cette sensation que on vient sur Terre pour nettoyer. Donc c'est un chemin d'une vie. C'est pas en faisant une thérapie une fois que ça va solutionner tout. On est la société du Doliprane, hein. Quand on a mal à la tête, faut prendre un truc tout de suite pour plus avoir mal tout de suite. Sauf que là, on parle de l'humain, et ça chemine sur des années, des années et des années. C'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, quoi. Quand tu dis on vient sur Terre pour nettoyer, c'est-à-dire pour nous retrouver notre essence, c'est ça, dans ce sens-là? Je crois qu'on vient sur Terre avec, j'ai cette image-là, moi, qu'on déboule avec l'armoire de la grand-mère, tu sais, la grosse armoire normande, là, et qu'on vient nettoyer, en fait, tout ce que nos aïeux n'ont pas réussi à traverser. Ils ont fait de leur mieux, hein, mais voilà. Et je pense qu'il y a ça, on vient faire du ménage pour. Alors, il y a peut-être aussi nos anciennes vies, et puis voilà, on n'arrive pas à un endroit non plus par hasard. Tout ça, ça se regroupe en fait. Et ce côté, alors si je reprends du début où tu étais chimiste, dans la composition vraiment de la matière, euh, là tu fais un grand écart. Est-ce que tu as toujours été tourné vers ce côté un peu spirituel ou est-ce que c'est euh, obligé par des accidents de la vie qui fait que du coup ton regard s'est modifié? En fait, si tu regardes les grands scientifiques, ils sont tous spirituels, parce que là où s'arrête la science commence le divin.
Plus tu te poses des questions, plus tu te rends compte que tu sais pas grand-chose. Et, et j'ai cet esprit en fait de scientifique, d'aller explorer. L'objectif du scientifique, c'est juste de poser des questions et de remettre en cause les réponses. Et, et je me souviens de cours de physique avec mon prof de lycée, où on est parti dans des explications philosophiques de ce que c'est que la vie. Puisque la molécule est composée d'atomes, l'atome est composé de particules, et la particule est composée juste de vibrations. Et alors, mais alors, c'est quoi la vie, en fait? Et on est parti comme ça dans des discussions philosophiques. J'avais 16 ans. Je crois que c'est inhérent à ma personne, en fait. Ça a toujours été là, le côté spirituel. Mmh. Oui, puis on va chercher loin, effectivement. Aujourd'hui, moins on a de réponses, en tout cas. Par rapport aux personnes que tu accompagnes. Donc, c'est des personnes, finalement, HPI, multipotentielles, euh, qu'on est obligé d'accompagner beaucoup plus largement que juste scientifiquement, parce que leur cerveau fonctionne différemment. Euh, Tu m'as dit qu'il y avait 80% de tes patients qui souffraient de migraines. Alors que finalement, dans la population en France, en moyenne, on est aux alentours de 15% de personnes qui vivent avec des migraines. Je me dis, mais il y a... Alors c'était plus ou moins quelque chose que j'avais en intuition, que la charge mentale, enfin le fait de faire surfonctionner son cerveau pouvait être comment, prédisposant aux migraines. Pour autant, là, j'ai l'impression que toi, tu les as tous chez toi. Ou en tout cas, ils sont... Alors peut-être que je suis aimant à ça. Moi-même, j'ai eu aussi très longtemps des migraines et des migraines ophtalmiques, Ok. où je voyais plus rien en fait. Euh, je crois que le cerveau du HPI tourne vite. Il a plus de liaisons neuronales, donc quand il y a une idée qui part, plutôt que faire un chemin de A à B, il va faire... Donc de base, ça prend de l'énergie en fait. Ça demande plus d'énergie, et puis le HPI va prendre plus d'informations à l'extérieur que la moyenne. Il va capter plus d'informations. Donc, faut bien l'analyser, ces informations. Et le cerveau, et le nombre de neurones pour l'analyser est le même que pour les gens qui sont pas HPI. C'est juste les nombres de liens neuronaux qui sont pas les mêmes. Donc, le fonctionnement, en gros, c'est un être humain qui a une machine, je sais pas, c'est comme s'il y avait un moteur de voiture d'une BMW sur une 4L. Ben, il y a un moment où il faut mettre plus d'huile, plus de liquide de refroidissement pour calmer un peu la machine, quoi. Parce que dès que tu passes le feu vert, ça donne un grand coup d'accélérateur. T'as même pas besoin d'appuyer fort, ça y va tout seul, quoi. Et donc, qu'est-ce qui fait que, donc, selon toi, c'est ce côté, cette multitude de câblages, finalement, qui, on va dire, met en surchauffe le cerveau du HPI, du multipotentiel, et qui crée donc le terrain favorable, en fait, aux migraines. Et c'est rigolo parce Et que puis le finalement, fait que les personnes qui viennent de me voir, c'est des gens qui ne savent pas comment fonctionne la machine et donc qui subissent ça. Il y a aussi toute une partie de la population qui sont sur HPI aussi et qui ont été baignés dans un environnement où on savait calmer le mental et donc qui ne souffrent pas parce qu'ils savent comment faire baisser la pression. Le truc, c'est que c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école. Donc, si on avait des parents qui savaient faire, bah cool, on a appris parce on apprend par imitation. Et si ça n'a pas été le cas, on subit. effectivement, du coup, maintenant, il y a une définition de la migraine, c'est le fait que c'est une hyperexcitabilité du système nerveux. Et malgré tout, comme tu l'as dit, en fait, on capte des informations. Alors, tout le monde, plus on peut, plus on en capte, du coup, avec un nombre incalculable d'entrées par le système visuel. Je crois qu'il y a 80% de l'ensemble des infos qui rentrent déjà par le système visuel. Euh, Tu parles de migraine ophtalmique et en fait, alors, il faut pas faire de lien absolument tracé et tout droit, mais il y a quand même des choses qui posent question justement et qui amènent à aller chercher et à aller creuser. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant justement sur le système visuel de mes patients, alors
d'abord de mes patients migraineux, j'avais beaucoup plus de résultats et que, j'ai après appliqué ça aux autres et en fait, j'avais des relâchements beaucoup plus rapides et après, une chose une autre, je me dis: «Mais finalement, le système visuel, c'est l'expansion directe du système nerveux, c'est pas un organe, en plus, c'est vraiment l'expansion du système nerveux». Donc en travaillant par là, on accède directement au centre de la machine, quoi. C'est ça. Et pour toi, du coup, quel serait ce message de la migraine? Alors ça, c'est vraiment varié, ça dépend des gens. En gros, de toute façon, toute douleur corporelle et autres d'ailleurs, hein, les douleurs, psychologiques ou émotionnelles, c'est un moyen que le corps a de dire: «Occupe-toi de moi». Donc après, pourquoi on doit s'occuper de cet endroit-là? Ça, il y avoir plein de solutions et plein de réponses. Mais de toute façon, quand il y a douleur, c'est: «Occupe-toi de moi» et plus la douleur est forte, plus c'est: «Bah, écoute-moi, je te dis qu'il faut que tu écoutes». Voilà. Hem, concernant la migraine, c'est principalement autour, de l'esprit. Après, je suis pas médecin, donc je parle pas des grosses maladies, mais On est plutôt de monsieur, madame, tout le monde qui vit des migraines et la majorité des gens dit: «Bah, ça va passer. J'ai un peu mal à la tête, je prends un Doliprane, ça va passer». Sauf que, bah, c'est des signaux faibles et si on n'écoute pas les signaux faibles, les premiers signaux, dire: «Oh, je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal au crâne là, oh», voilà. Ne serait-ce que ça, et ben, ça va augmenter. Ça va augmenter de plus en plus fort et encore plus fort et encore plus fort. Et puis après, il y a un engrenage qui se met en place et nos comportements peuvent créer en fait des migraines et engendrer et maintenir le truc en place. Donc c'est assez complexe. Ça se décortique pas comme ça. Il faudrait un cas précis et surtout, faut pas faire de généralité parce que chaque cas est spécifique. Et je crois que c'est notre job de thérapeute et d'aider la personne à trouver elle-même ses réponses. C'est pas nous. Au fait, bon, on est au courant du fonctionnement, on a les grosses généralités, tout ça, mais c'est vraiment à la personne de sentir, tiens, là, ça résonne que tu me dis, là, non, ça me parle pas du tout. Bon, des fois, c'est parce qu'il y a besoin d'un peu de temps pour que ça rentre, mais je crois que c'est vraiment plus un accompagnement à aller chercher de, ok, c'est quoi la cause? Cherche pour toi, c'est quoi la cause? Ce serait quoi pour toi le message qui est derrière? Et puis c'est pas le tout d'écouter le message, c'est aussi de changer le comportement qui a créé ce mal-être. Ça justement au cabinet, hem, comme tu as dit, en fait, ils écoutent pas forcément. Alors est-ce que, justement culturellement, le mal de tête, on le met de côté? C'est déjà, une chose qui est quand même, fréquente en fait, puisque c'est invisible. Donc effectivement, c'est un mal de tête, ça va passer. Prends un Doliprane, repose-toi, ça va passer. Mais, les patients ne viennent pas me voir avec un mal de tête. Enfin, je le découvre après et ils viennent probablement parce que le mal de tête, bon, leur a voilà, ils commencent à en avoir l'habitude, ils crient pas assez fort, mais ils viennent pour une sciatique, pour une douleur d'épaule, pour un blocage du dos et donc là, dans ce sens, c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis. J'imagine que pour toi, c'est peut-être pareil, ils viennent pas pour leur Ah oui, mal. moi ils viennent pas me consulter pour des maux de tête. De toute façon, je communique pas dessus. Mais je me rends compte au fur et à mesure, en fait, dans les questionnements que je peux leur apporter. Et puis je crois qu'on a aussi une société qui prend pas assez soin de son système nerveux, de ses yeux et tout ça. On a beaucoup de stimulation d'écran en permanence. Hem Forcément, il y a un moment où, le cerveau a capté comme ça en permanence beaucoup d'informations, il sature quoi et de plus en plus jeune au niveau de l'âge en plus, enfin, je suis pas sûre qu'on soit, dans une culture qui va aider à à à baisser le niveau des migraines. Enfin, J'avais discuté avec, un professeur de peau qui disait que justement les migraines évoluaient. Alors, enfin augmentaient, la fréquence, et le nombre de migraines sévères, augmentait. Bon, j'avais ma petite intuition, mais comme j'en sais rien, je suis pas médecin, j'avais pas autant de cas que lui, avec moi dans mon cabinet, j'ai posé la question: «Qu'est-ce qui, selon vous,
augmente cette sévérité des migraines. Bon, ben, c'était effectivement cette société très assise devant les écrans, les regards fixes et puis les lumières hyper intensives. On a parlé d'informations tout à l'heure, de quantité d'informations qu'on reçoit par le système visuel. Ben, par rapport à avant, on en reçoit, je ne sais pas combien de plus, mais une quantité monstrueuse. On a la lumière allumée jusque tard le soir en plein hiver, enfin, on ne vit plus du tout avec le rythme solaire. Et aujourd'hui, l'onde de la lumière solaire, en fait, elle est bénéfique pour les yeux, sauf qu'on est toujours sur la même onde puisque c'est les néons, c'est les écrans bleus, et donc il y a des cellules qui sont de moins en moins sollicitées, en fait. Par rapport à toi, dans ton cabinet, quelle est ton approche quand donc une personne qui vient pas forcément pour des migraines, mais quels outils tu vas utiliser quand il y a ce côté de surchauffe, de migraine et voilà. Quelle est ton approche? Je dirais que les outils que j'apporte vont amener une des conséquences, ça va être de baisser les migraines. C'est pas l'objectif premier, mais moi, je les aide à pouvoir gérer cet esprit un peu trop puissant là, et donc à calmer l'esprit, à revenir dans le corps. Ça, c'est important pour l'ici et maintenant et à arrêter de se faire des nœuds dans le cerveau, à se poser des milliards de questions. Et ça, il y a plein d'outils. Ça va être des outils d'observation déjà, observer des objets de la nature, une feuille, l'horizon, quand on a voilà, besoin de prendre de la hauteur. Et les entrepreneurs, je suis entrepreneur aussi, quand il y a trop de choses là au quotidien, qu'on a besoin d'avoir une vision long terme, je dis bah va à un endroit où tu vois une vision loin, donc en haut d'une montagne, en haut d'une colline, j'en sais rien, en haut d'un immeuble même, et observe l'horizon. Et ça, en fait, ça calme le mental. Et ça va calmer les migraines. Et ça va emmener l'esprit vers cette vision de loin. C'est comme un chemin, en fait, qu'on ouvre en disant, bah, tu vois, moi, je veux que dans ma tête, ça aille vers ça. Donc, si on regarde en permanence nos pieds, par exemple, bah, on va emmener notre esprit dans la dépression. Si on regarde en hauteur, on va l'emmener dans du positif. C'est assez basique, mais ça marche. C'est vrai que par rapport à ça, rien que le fait d'un tout petit exercice simple, pas forcément simple pour le regard, mais pour comprendre, si je me tiens comme ça, j'ai déjà une posture qui fait que bah, déjà les autres me verront un peu plus dépressive. Alors que si effectivement je me tiens ici, on change directement la dynamique, autant dans ce qu'on ressent dans son corps quand on a fait quelques fois l'exercice, et donc ça rejoint en fait ton approche. Mais j'avais pas ce côté d'aller voir du paysage vaste et éloigné. C'est vrai que vu qu'on a les montagnes à côté, je vais aller faire un tour. En fait, l'esprit suit le corps. C'est ça, on pourrait penser que c'est l'inverse, mais l'esprit suit le corps. Donc, Et donc, si on a notre c'est pas vrai. posture, ça joue dans les deux sens. Les deux sens. Mais, Ok. mais c'est plus facile, en fait, d'agir sur la posture Oui, que sur l'esprit. on est d'accord. Donc, si on joue sur le corps, ça va impacter directement l'esprit. Donc, c'est dans le sens positif, hein, tu vois, dans le sens bénéfique, on peut jouer directement là-dessus pour impacter. Et puis bon, après, il y a plein d'outils. Celui que je préfère utiliser, c'est le rire, parce que ça fait revenir immédiatement au corps, ça évacue la surcharge de stress, ça fait revenir dans l'ici et maintenant. Quand vous êtes en train de rire, vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes là maintenant. Et, et en plus, ça rend heureux, donc ça, c'est cool. C'est vrai qu'en C'est même un peu temps, ce que c'est tout le monde difficile. veut, c'est se sentir un peu plus heureux. Donc, Oui, c'est vrai. Et c'est difficile d'être à la fois en train de rigoler et à la fois en colère. Il y a forcément un truc qui déconnecte. Il n'y a pas de lien avec. C'est pas possible. Et donc, par rapport moi, au je rire, m'amuse justement, à les faire jouer, à se mettre en colère. ah, Mais en surjouant le truc. Enfin, voilà, qui on après s'amuse. déclenche le rire, du coup. Donc, c'est pour ça, dans Oui. ce sens-là. Oui, parce que ça fait. Alors, déjà pour que la personne elle puisse rire, comme le rire est au même endroit que les autres émotions, c'est au niveau de l'estomac. Donc, le fait de vouloir rire, s'il y a trop d'émotions à cet endroit-là, il y aura d'abord d'autres émotions qui vont sortir et ensuite le rire va pouvoir y aller. Donc, des fois, il y a des gens qui pleurent, enfin bon, il peut y avoir plein de trucs qui vont sortir. Euh, et libérer le diaphragme qui est coincé, en fait, pour pouvoir, voilà. Mais le fait de, même un faux rire, un rire forcé,
ça va commencer à mettre en mouvement. C'est comme une salle de muscu, en fait. On va commencer à mettre en mouvement cette partie-là du corps et ça va pousser petit à petit les autres émotions. Alors, c'est sûr que euh, quand on a envie de rire, on n'a pas envie de se mettre en colère. On se dit, merde, mais en fait, si, ça va évacuer, en fait, la surdose que t'as pas traitée avant. Donc, ouais. Intéressant, ouais. Et ça me fait mettre le parallèle du coup avec le côté mécanique, c'est-à-dire que effectivement, quand on rigole, on augmente notre capacité respiratoire. C'est quand même un souffle en fait. Et donc, comme tu l'as dit, tu mets en jeu le diaphragme, mais finalement, le diaphragme, c'est pareil, c'est hyper important. Il y a toute la partie déjà digestive. Rien que le fait qu'il monte et qu'il descende, il va pouvoir masser en fait le système digestif. Donc, pour ceux, je pense, qui ont des migraines d'origine digestive ou voilà, où c'est le foie qui est un peu fatigué, ben en fait, le fait de solliciter le diaphragme va pouvoir pomper un petit peu les organes et remettre la circulation. C'est chouette. Et alors, il y en a qui sont réfractaires à rire. Est-ce que c'est facile pour tout le monde, du coup? Alors, déjà, de base, en France, on n'aime pas qu'on nous force. Hmm. Et forcer quelqu'un à rire, même moi, hein, on me force à rire, voilà, il y a de la réticence. Donc ça va être emmener les gens. Je le fais principalement par groupe, en collectif, et j'emmène petit à petit, graduellement, à travers des jeux où on va s'autoriser à lâcher prise, où il n'y a pas d'enjeu. C'est des jeux où on peut se tromper, c'est pas grave. Hmm. Voilà. Et, et petit à petit, il me faut à peu près entre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, pour que les gens vraiment se lâchent et osent y aller. Des fois, il y a besoin de plus. J'ai eu des personnes qui ont eu besoin de 6 mois avant de pouvoir vraiment se remettre à rire. Moi, personnellement, j'ai un rire qui est très, très spécial. Et je me suis étouffée avec quand j'avais 18 ans, donc j'ai arrêté de rire pendant plus de 10 ans. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir remettre le rire en route. Quand ça fait longtemps qu'on rit plus, il y a besoin d'un accompagnement. Donc voilà, faut le faire avec douceur, à son rythme. Et après, c'est tellement bénéfique. C'est c'est bonus. Parce que là, j'ai un trou, parce que j'étais en train de visualiser, du coup, les rires et du coup, les groupes, le fait de pouvoir le faire en groupe, d'essayer de me mettre dans la situation, en train de me dire, est-ce que face à du monde, c'est pas plus dur que face à juste une personne? Le fait du choix de que ce soit en groupe ou en individuel. Il y a une dynamique de groupe qui s'installe. On s'autorise à rire les uns avec les autres. On rentre en interconnexion. Alors, j'utilise aussi, enfin, principalement cet outil-là en entreprise pour fédérer les équipes. Oui, Avec c'est le vrai que ça doit être stress, avec tout ce qu'il y a, ils ont besoin, voilà, de gérer le stress de façon collective et puis de l'imposer individuellement. Il faut que tu gères ton stress. Non, je suis dans un environnement stressant, donc c'est à l'équipe de gérer le stress collectif qui est mis en place. Euh, et le rire est excellent pour ça parce que c'est accessible en fait. Moi, je fais le starter, je leur mets le mouvement, mais après, au sein de l'équipe, mettez en place euh, un contexte qui va autoriser à aller jusqu'au rire. et est-ce que par rapport à ça, tu crois que, on a on a dit au tout début du podcast qu'on était, joyeux dans l'enfance, qu'on perdait ça petit à petit. Qu'est-ce qui fait qu'on perd cette envie de rire et cette, légèreté? Alors, c'est un peu catastrophique hein, quand même parce que au début du siècle dernier, on riait en moyenne une demi-heure par jour, euh, pas en France. Hein. Euh, Dans les années 2000, on était à 5 minutes. Avant Covid, on était à 2 minutes, avec 7% de la population française qui riait plus du tout. Et aujourd'hui, on fait même plus les stats, comme ça on est sûr. Mais non, c'est vraiment la cata. Les gens ne s'autorisent plus à rire et déjà, on est fliqué de partout. On peut plus se moquer de tout et de rire de tout. Mais ça crée une société austère, en fait. Et est-ce que du Euh, coup, le fait que la France soit un des premiers pays, dépressifs, enfin ou en tout cas qu'il y ait le plus de consommation de médicaments par rapport à la D'antidépresseurs. dépression, est-ce qu'il y a un parallèle de fait? Est-ce qu'on arrive à voir les pays qui rient le moins, où ils en sont
par rapport à ceux qui rient le plus ou non, il n'y a pas d'études dans ce Il sens? faudrait qu'on trouve des études enfin des financements qui veuillent financer ce genre d'études. Mais effectivement, je pense que c'est assez logique, hein. Le rire est un antidépresseur naturel. Quelqu'un qui rit, il va se sentir immédiatement mieux et il n'a pas besoin d'un médicament pour compléter. Après, le rire, ça se vend pas en pharmacie. Donc, on est dans une société où on aime vendre des médicaments, hein. Oui, puis en Les même temps, le médecins patient, il a te besoin. donneront pas une ordonnance pour rire 10 minutes par jour C'est pour exactement être en bonne l'image que santé. j'avais. Ce qui est absolument dommage, hein, parce que c'est ce qui est préconisé. Certains médecins le préconisent, hein, de rire 10 minutes par jour minimum pour être en bonne santé, dans les phases où il n'y a pas trop de stress. Quand tu es en phase de plus de stress, tu veux rire encore plus. D'accord. 1 minute par jour dans les phases où t'es pas stressé. 10 minutes, 10 minutes par jour pour être en bonne santé physique et mentale. Ah, 10 minutes! J'ai cru 1 minute par jour. 10 minutes, Non, quand 10. tout va bien, 10. Ok, bon, donc il faut rire un peu plus, effectivement. Et comment on peut aborder, enfin, avec un entrepreneur qui a besoin d'avancer, d'aller droit au but, de suivre ses objectifs, comment il peut intégrer 10 minutes par jour du rire sans perdre son objectif de vue? Alors bon, voilà. Enfin, j'imagine il peut y avoir des réfractaires. Alors, je fais des interventions auprès des dirigeants, de réseaux de dirigeants. C'est ce que je leur conseille. Alors forcément, s'ils partent de zéro, je vais pas leur imposer de faire 10 minutes parce que ça fait trop, mais déjà rajouter 30 secondes, 1 minute, et ils vont voir déjà une différence. L'objectif, c'est de voir la rentabilité là-dedans. C'est-à-dire que quel est le gain à investir 1 minute à rire? Et quand on fait l'expérience, tout de suite on le voit, on le vit en fait. Les entrepreneurs que tu accompagnes, les dirigeants, voient de suite la différence avant-après. Ah waouh, ok, ok. Et on a dit par rapport au rire que c'était un anti-inflammatoire, je crois que tu as dit? Antidépresseur. Anti-inflammatoire aussi, ça aide les troubles digestifs, les troubles de sommeil, les migraines, ça baisse les tensions artérielles, ça diminue les problèmes cardiaques, parce que ça muscle en fait un peu plus le corps. Ça fait une grande bouffée d'oxygène en fait dans tout le corps. Ça améliore aussi les relations avec les autres. Le fait de rire avec quelqu'un, même si c'est un parfait inconnu, tu connais pas son nom, tu ris avec, ça multiplie par 30 l'effet relationnel. C'est un truc de fou. Des problèmes relationnels, les gens ont plein. Et ben juste, bon, c'est pas toujours évident d'aller rire avec la belle-mère, mais voilà, faut trouver, faut trouver un moyen. C'est vrai. Donc ça doit faire Mm. partie de la communication non violente finalement. De la communication, tout Tout court. court. Ouais, Ok, oui, c'est vrai. Mm. ouais. C'est aller rire avec les gens qui sont autour de vous. Si vous êtes dirigeant, vous avez une équipe, mais riez avec eux. Vous allez leur montrer en fait que vous êtes un humain C'est et vrai, pas un robot. c'est vrai. Et en fait, ça crée du lien. Ça crée du Oui, lien puis on a peut-être et un plus vrai confiance. lien profond en fait, hein. On a plus confiance et plus envie, puisqu'on a passé un Mais bon oui, moment avec la personne, on va ça plus. crée de la confiance. Ouais, ok. Et plus médicalement, dans les migraines, il y a un phénomène inflammatoire qui se manifeste en fait autour des vaisseaux périméningés, enfin des petits vaisseaux qui passent dans les méninges. Et pareil, je me disais, mais donc tout ce qui est anti-inflammatoire ne peut être que bénéfique pour les personnes qui souffrent de migraines. Donc voilà, on a un outil de plus, le rire. Moi, ce que je ne savais pas et que c'est certains participants qui me l'ont dit, j'anime des ateliers de yoga du rire et de rigologie 1 fois par semaine, c'est que ça améliore aussi les apnées du sommeil. Ah, C'est intéressant. logique parce que forcément, ça améliore la respiration, ça améliore tout ça. Et en fait, j'ai des personnes qui participent au bout de 6 mois, 1 an. Alors j'en ai eu un. C'était un dirigeant que je voyais en individuel. Lui, son médecin lui a fait 3 fois les examens parce qu'il a amélioré ses problèmes de tension artérielle importants. Ils ont cru que c'était la machine qui fonctionnait pas. Et d'autres, c'est les apnées du sommeil qui sont passées de 40 à 2. Enfin, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Oui, c'est énorme. Je pensais pas. Enfin, oui, après l'explication, enfin, l'échange qu'on vient d'avoir, ça paraît logique, mais c'est quand même, ça aurait été dit de but en blanc. Je me dis ouais, bon, quand même.
On Ouais, se c'est rend ça. pas compte. Ouais, c'est vrai. L'être humain a réellement besoin de rire, en fait. Plus Ben, on dirait. on est un animal qui stresse. Donc on a besoin de rigoler pour baisser ce niveau-là. On réfléchit trop et donc on a besoin de compenser notre cerveau qui réfléchit. Et quelles seraient du coup, selon toi, les erreurs les plus fréquentes, ou en tout cas ce qui pourrait le plus favoriser les migraines, alors chez tes patients, HPI multipotentiels, et chez les entrepreneurs plus largement? Bon, je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde, hein, mais ce qui favorise la migraine, c'est les écrans. C'est la surstimulation en permanence, c'est de ne pas faire de pause, pas faire de temps mort en fait. Les entrepreneurs sont aussi à fond en permanence. Le corps, il a besoin de moments où de silence, ou juste voilà, où on se retrouve, on se calme, parce qu'on va aller faire du sport pour aider ceci et cela, mais en fait, ça, c'est en permanence dans l'action, action, action, action. Ok, à quel moment en fait tu t'assois sur un banc et juste observe que tu es en vie? Ça, je crois que c'est plus fait trop par personne aujourd'hui. Mais donc, Voilà, c'est des soit, choses alors simples. pendant les pauses, on se pose, puisqu'en fait ça porte bien son nom finalement, soit bon, on en profite pour rire, comme ça on fait au moins 2 minutes par pause. Voilà, c'est ça. Les deux, on peut se poser et rire. On va d'abord rire et puis après on va faire une bonne méditation, un truc, un retour sur soi. C'est Chouette. plus simple. Le rire va permettre de détendre et d'être vraiment posé sur l'ici et maintenant et pas continuer. C'est ça, c'est bien de t'asseoir physiquement, mais si ton cerveau il continue à partir dans tous les sens, ça sert à rien. Donc c'est la petite astuce qui va permettre de déconnecter, de revenir à soi pour pouvoir se poser pleinement et profiter de ce temps calme alors. Après, j'ai une petite astuce que je file à tout le monde, qui marche hyper bien, c'est déjà bâiller. Et comme le corps entraîne l'esprit, le fait de bâiller, ça détend l'esprit. C'est vrai. Bah là, il y a des C'est tout câblages simple, hein, mais neurologiques qui voilà. sont évidents, puisqu'on l'utilise le bâillement quand on est fatigué, donc on a besoin de se reposer. Et plus j'entraîne, plus j'utilise un chemin neuronal, plus il est évident, mais plus c'est une autoroute en fait. Donc c'est vrai que ça va être le phénomène de je bâille, ah, je suis fatiguée, donc je me pose. Alors, en fait, le bâillement est pas forcément lié directement à la fatigue, mais à la tension, parce qu'on serre les dents. C'est le premier endroit, en fait, quand on est stressé, c'est qu'on serre les dents. Et donc, le bâillement, il permet, en fait, de prendre de l'oxygène et de détendre. Donc, c'est aussi, en réunion, par exemple, les gens vont bâiller, mais c'est pas parce qu'ils sont fatigués, c'est parce qu'ils ont besoin de concentration. Et donc, ils ont besoin de se détendre, de reprendre de l'énergie pour se concentrer. Donc, c'est vrai qu'on associe très souvent le bâillement au sommeil parce que le soir, quand on est allongé, notre corps va vouloir se détendre de toutes les tensions de la journée, donc il va entraîner le bâillement. Mais c'est pas forcément lié au sommeil, à la fatigue, mais à ce besoin de détente. De détente pour préparer le sommeil. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'en peut plus de souffrir et qui a tout essayé, qui se dit de toute façon ça changera jamais? Au moins pour ses migraines, quoi, je parle. Ou plus largement d'ailleurs. Ça dépend de ce qu'elle est en train de vivre. Euh, Déjà, de pas perdre espoir. Mais je dirais que des fois, dans le processus, même perdre l'espoir, ça fait partie du truc parce que c'est au moment où tu es au fond, au bout du truc, que tu vas rebondir. Donc, des fois, il y a besoin d'aller toucher le fond pour rebondir. Et c'est de garder cette confiance en la vie. On n'a pas à juger les cartes qu'elle nous donne. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'apprendre à jouer avec ce qu'elle nous a donné. Et ouais, des fois, ça fait chier, hein. Ces cartes-là, on n'en voulait pas. Merde, c'est chier, voilà. Et ça peut être vu avec un peu de légèreté. Et ouais, je sais, ça fait mal. Ça va passer. Ça va passer et après, on en fera quelque chose. Oui, et puis du coup, ça permet, comme tu disais au tout début, en fait, euh, cette petite confiance en la vie, c'est-à-dire que c'est pas défini que personne n'a la solution.
Donc d'aller effectivement, garder ce petit truc de curiosité pour même si, il y a rien qui va et ça va pas passer et de toute façon je suis condamnée, beh, quand même on peut trouver un petit truc qui va, j'aime bien dire, trouver la clé parmi le gros trousseau de serrures. En fait, beh, on n'a peut-être pas tout essayé comme on pensait, en fait, ou pas dans le bon sens. Moi, il y a une phrase qui m'aide pas mal à susciter la curiosité dans les moments où je vais pas bien. C'est Charles Côté, un Canadien qui l'utilise et j'ai adoré. C'est hâte de voir comment ce qui m'arrive là va tourner à mon avantage. Ah, c'est vrai que c'est chouette. Hâte de voir comment ça va tourner à mon avantage, tout ça là. Toute cette merdasse là, tout ce truc pourri là qui est en train de me débouler. Ok, comment ça va tourner à mon avantage? Et ça me met dans une curiosité. Ouais, c'est Un vrai. élan de, je sais pas, je subis et c'est la fin du monde et c'est gros drama et je me fais un truc pas possible dans la tête. C'est ok, oui, je suis dans la merde, je vis un truc vraiment chiant, ok, d'accord, je reconnais que c'est dur. Et alors, il y a quoi d'autre autour? Voilà. Ah ouais, je pense que je vais me l'intégrer celle-là. Ouais, ouais. Je la pourrais la redonner, à tous les patients Oui, et oui, puis, vas-y, je diffuse. peux l'appliquer, Vas-y. à soi-même, aussi, c'est vrai que c'est intéressant. Même c'est le petit coup de boost qui permet de remonter. Ouais, c'est ça. Ah Et du puis coup commencer par cette reconnaissance à soi de oui, t'es en train de vivre un truc qui est merdique. Pas, tu sais, le côté, on minimise ce qu'on est en train de vivre. Oh, c'est pas grave, il y a des gens qui vivent des trucs pires. Non, quand tu vis un truc merdique, c'est merdique, quoi. Même si pour d'autres, c'est rien. Pour toi, tu le vis comme ça. S'offrir de la reconnaissance dont on a besoin, c'est important. c'est vrai. Ça aussi on l'oublie et on le met de côté en général. Est-ce que tu aurais un autre petit, ou un rituel ou un exercice, une pratique quotidienne que qu'on pourrait partager aux personnes qui nous écoutent et qui vivent avec des migraines? Alors, moi, ce que je conseille aux personnes qui vivent des migraines dans mes patients, c'est d'avoir des moments où ils sortent des surstimulations, qu'ils se mettent dans une bulle où il n'y a pas d'écran, il y a peu de lumière, voire même carrément dans le noir, et ils utilisent le moins possible les sens. Ils essayent, voilà, de devenir à quelque chose de plus calme. Ça peut être juste écouter son cœur qui bat. Euh, Moi, j'aime bien cet exercice où tu mets ta main sur le cœur, tu écoutes le cœur, et à chaque battement, c'est comme si la vie, elle te disait je t'aime. Et t'écoutes ça, parce que c'est un cadeau en fait. Chaque battement de cœur est un cadeau, on ne sait pas quand est-ce que ça sera le dernier. Et donc à chaque battement, c'est un je t'aime. Et en fait, ça apaise. Et ça calme. Et même les migraines, en fait, ça apaise. Ça nous remplit Tu as eu des retours de quelque justement chose de qui est précieux. tes patients qui ont utilisé cet exercice-là et qui ont diminué le seuil d'intensité de leur douleur? Ouais, ouais, OK, ouais. super. Et puis rire, bien sûr. Et bah, alors ça rejoint sur, la dernière question que je voudrais te poser. Si tu dois laisser un seul secret, aux personnes qui souffrent en silence, qu'est-ce que ce serait? Juste un. Alors, que ce soit pour les personnes qui souffrent en silence ou tous les autres aussi, je pense que l'enseignement que la vie m'a offert, c'est que notre cœur, il nous aime. Et la vie nous aime à travers notre cœur. Et notre job d'humain, c'est d'offrir à notre cœur ce qui le met en joie, ce qui le fait pétiller. Et quand on est dans la joie, on se sent aimé, on se sent plein, on se sent bien. Oui, et quand C'est on est tout dans la joie simplement ça. soi-même, il y a pas besoin d'aller chercher l'amour ailleurs. On est déjà On bien. n'est plus dans la recherche. Ouais. Mmh. On n'est plus dans du manque. On Ouais, n'est plus dans des stratégies d'évitement ou de compensation. On est juste bien. génial. Merci beaucoup pour toutes ces petites astuces et ces clés, des choses qu'on peut, tous essayer facilement chacun de notre côté, en fait. Si vous souhaitez accéder à d'autres, exercices, finalement, c'est des choses qu'on utilise chaque praticien, en fait, en cabinet, en consultation avec nos patients. Donc des choses, on va dire, approuvées, sinon on les utiliserait plus là aujourd'hui. Donc, pour avoir d'autres visions aussi sur la gestion des douleurs, sur la crise des migraines, abonnez-vous. Vous pouvez partager cette dose, du coup, d'astuces à tous ceux que ça pourrait soulager.
Juste avant de conclure, une dernière chose, qu'est-ce que tu veux partager aujourd'hui autour de toi? Quelle serait ta mission? Ma mission aujourd'hui, diffuser la joie, justement pour aider les gens à aller remplir leur cœur de joie pour que leur cœur, ils puissent les aimer pleinement. Et un dernier mot? T'aurais un dernier mot pour conclure ce super podcast? Moi, je travaille sur la relation à la peur et j'apprends aux gens à mettre de l'amour dans leur peur. Euh, je crois que la peur, c'est le sujet qui fait le plus peur. C'est vrai. Et se refamiliariser avec ça, c'est essentiel. Surtout dans notre société où on bombarde de peur en permanence avec tout et n'importe quoi. Les médias, ils adorent ça. Les politiciens, ils jouent vachement avec et tout. Euh, ouais, offrez-vous de l'amour et de la douceur jusque dans vos peurs. Génial. Il n'y a plus qu'à appliquer, à accueillir ces messages et à l'intégrer profondément. Merci beaucoup pour cet échange, Stéphanie. Où est-ce qu'on Avec peut plaisir. te retrouver éventuellement si, pour ceux qui voudraient aller? Je suis quasiment sur tous les réseaux sociaux sauf Instagram parce que j'y arrive pas. Vous prenez mon nom, mon prénom, enfin mon prénom, mon nom dans ce sens-là. Donc sur Google et vous allez avoir tous mes sites, tous les réseaux sociaux. Voilà, je suis facilement accessible. Super. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés. Au plaisir d'échanger avec vous de nouvelles doses dans Doser. Merci. Merci beaucoup.